Bonjour à tous, ici Ronan Bronchard sur la clé du succès. Jeune entrepreneur et cofondateur de Spratic qui vise à faciliter la pratique du sport. Je suis aussi un passionné de la performance, du dépassement de soi et de l'excellence. Alors, comment battre un record du monde à presque 40 ans, obtenir une médaille olympique à seulement 20 ans, permettre à une équipe en quête de résultats de tout gagner ou devenir la première femme championne d'Europe, championne du monde, championne olympique la même année? On vous dit tout dans la clé du succès, où je vous propose d'échanger avec des coachs, des entraîneurs, des mentors, des préparateurs mentaux, des nutritionnistes ou encore des chorégraphes qui font briller des équipes et qui aident des personnes à faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Le but est de pouvoir vous inspirer autant que ces discussions m'inspirent et que cela vous aide peut-être à dépasser vos limites, casser vos barrières psychologiques, vous surpasser pour atteindre des objectifs que vous pensiez inaccessibles. Ces personnalités extraordinaires me dévoilent en quelque sorte leurs recettes qui leur ont permis d'atteindre un réel succès avec les personnes qu'ils entourent. Je ne vous en dis pas plus, et j'espère que ces échanges vous inspireront et que cela vous permettra peut-être d'obtenir le meilleur de vous-même. Merci à tous d'être ici pour ce nouvel épisode de la clé du succès. C'est Valentin Lacroix, nutritionniste et cuisinier à l'INSEP, qui a accepté mon invitation aujourd'hui sur le podcast. Alors l'INSEP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Tout simplement, la majorité des athlètes qu'on voit aux Jeux Olympiques sortent d'ailleurs de là. Alors Valentin, il nous donne plein de conseils à adopter sur son alimentation, son comportement alimentaire, et il nous livre un peu les habitudes nutritionnelles des grands sportifs français. On aborde aussi des sujets hyper spécifiques comme l'alimentation des sportifs ayant des intolérances, des allergies, ou aussi des athlètes qui par choix sont véganes ou végétariens. Enfin, on traite également les pertes de poids importantes auxquelles doivent faire face les athlètes de haut niveau dans les sports à catégorie de poids. Bref, plein de recommandations, d'avis et de conseils que même le sportif amateur que je suis peut adopter. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse maintenant découvrir cet échange avec Valentin Lacroix. Bonjour Valentin, bienvenue sur le podcast. Bonjour Ronan, merci de ton accueil. Si tu es d'accord, je vais commencer par te présenter brièvement pour mettre les auditeurs dans le contexte. Ça marche. Valentin Lacroix, tu es nutritionniste et cuisinier à l'INSEP, donc l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Situé au Bois de Vincennes, c'est de cet établissement que sortent les élites du sport français. Pour en citer quelques-uns, Christine Aron, Marie-Jo Pérec, Tony Parker, Brahim Asloum, Teddy Riner, les frères Guénaud, Laura Flessel. Bon, il y a encore beaucoup d'autres, se sont perfectionnés et ont passé de longues heures d'entraînement à l'INSEP. Mais Valentin, tu interviens auprès de ces sportifs dans plusieurs disciplines comme le cyclisme, l'escrime, la natation, le pentathlon, le foot, la lutte et d'autres sports, j'imagine. Mais tu animes également auprès de plusieurs de ces fédérations des ateliers cuisine et tu accompagnes aussi certaines des équipes durant les différentes compétitions. Tu es un peu la recette, sans jeu de mots, qui va permettre à ces sportifs de se sentir au top et d'atteindre des performances exceptionnelles. C'est peut-être parce que tu es cycliste et que tu as participé à de nombreuses courses professionnelles que tu as voulu t'orienter vers la nutrition des sportifs de haut niveau. Mais j'ai une première question. Pourquoi tu as voulu devenir nutritionniste et cuisinier à l'INSEP? Quel a été ton parcours pour en arriver jusque-là? Est-ce que tu donnais déjà des conseils sur ce que mangeaient tes parents? Merci Ronan, c'est bien imagé. J'aurais pas fait mieux. Merci pour les petites comparaisons, c'est sympa. Donc je suis bien nutritionniste, c'est quand même mon activité principale. Comme tu l'as dit, je suis aussi cuisinier, donc ça a bien complété un petit peu ma palette de connaissances et mon expertise autour de l'alimentation. Donc voilà, moi j'aime bien dire un peu de l'aliment en micronutriments utiles parce qu'au final, ces compétences, ça me permet de balayer un petit peu tout ça dans des conseils, même dans la mise en pratique des conseils. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que peut permettre à l'athlète de mettre toutes les chances de son côté dans la mise en place de ces conseils au quotidien, en tout cas des conseils théoriques. Donc voilà, je suis nutritionniste, diététiste et nutritionniste, le titre total, depuis 1 an et demi, donc sur l'INSEP. Donc comment je suis arrivé à l'INSEP? Donc tu l'as dit, moi je viens du cyclisme. J'ai commencé par ski alpin parce que je viens des Alpes, de la montagne plutôt. Donc déjà gros changement en arrivant à Paris, mais vraiment content de ce changement pour ma carrière moi aussi. Même si je suis ancien sportif, j'ai tourné la page de la compétition, mais voilà, là je pars sur
de l'autre côté, plutôt du côté du staff. Donc déjà des bonnes expériences. Et puis voilà, moi je suis arrivé par le biais à l'INSEP parce que je voulais rester dans le sport déjà, dans le haut niveau. Et je m'intéressais au début un peu à tous les aspects de la performance sportive. Déjà pour moi, quand j'étais cycliste, le vélo déjà, souvent on en parle autour du dopage, etc. Mais ça reste un sport où je dirais la performance est quand même pas mal poussée dans tous les détails, que ça soit l'entraînement, la nutrition, la prépa physique, tous les stages en altitude qui sont à la mode aussi. Il y a vraiment rien qui est laissé au hasard. Donc c'est vrai que quand j'étais cycliste, je m'intéressais déjà à tout ça. Et va être en 2016, donc j'avais commencé vraiment une saison où j'étais vraiment en forme. Et donc je me suis blessé au genou. Et en gros, j'avais plus de 3 mois d'arrêt vraiment total. Donc en gros, à mi-saison, moi ma saison c'est fini parce que tant que je me rentraîne derrière, j'aurais pas pu arriver pour les dernières courses de la saison. Donc un peu une grosse remise en question et pour combler ce temps-là, fallait un peu m'occuper. Je suis quelqu'un d'assez curieux et puis pas d'hyperactif, mais j'aime bien m'occuper. Et du coup, j'ai décidé de me partir sur ces études en nutrition parce que en même temps, je venais de finir un premier diplôme, donc en l'occurrence quelque chose complètement à l'opposé quand même, mais c'était un DUT mesures physiques, plutôt dans le côté scientifique, dans le traitement des données, etc. Mais au final, moi maintenant, j'arrive à faire des liens aussi avec ces connaissances-là et mes connaissances de nutritionniste pour avoir vraiment une vision plus globale, une action plus scientifique, voilà, dans la nutrition, mais dans tous les champs de la performance, avec cet aspect scientifique auquel j'ai ajouté du coup mes connaissances plus de la santé et nutritionnelle, on va dire. Ok, donc c'était venu un peu du sport au départ et puis finalement ça t'a bifurqué sur plutôt le scientifique et puis ça t'a amené jusqu'à la nutrition. Ouais, voilà. Mais est-ce que tu aimes toi, même si ça n'a pas, on verra plus tard vraiment le rôle du nutritionniste, mais j'imagine qu'il faut savoir ou aimer cuisiner, peut-être pour donner des conseils de nutrition. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaisait? Est-ce que c'est quelque chose qui te passionne? Et est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de savoir cuisiner, aimer cuisiner pour faire ce métier-là? Je pense pas que ce soit nécessaire, mais comme je disais, ça donne quand même une ouverture par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui est pratique à mettre en place, qu'est-ce qui est possible. Puis ça donne une vision plus globale. Après, moi, quand j'ai voulu être nutritionniste, cuisiner comme monsieur tout le monde, on va dire, mais j'avais pas forcément une passion pour ça, en tout cas. Et je dirais que je me suis formé à la cuisine parce que pour moi, c'était aussi une approche pour intégrer de manière plus pointu les staffs des équipes. Parce que je me disais au final, la nutrition, ça reste théorique. Dans une équipe, on va travailler en amont d'une compétition, en amont d'un stage, mais au final, on va pas forcément au quotidien ou jusqu'au jour J avec un athlète. Donc je me suis dit au final, avec la nutrition, on va apporter des connaissances à l'athlète, mais au bout d'un moment, le jour J ou en stage, où il faut être vraiment sur le terrain, il faut être là pour il faut l'appliquer, quoi. Il faut mettre ça dans l'assiette. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis formé à ça. Et donc j'ai travaillé un petit peu en restauration et j'ai vraiment bien aimé le fait de cuisiner déjà. Même maintenant pour moi, j'aime bien cuisiner. Donc pour le sportif, parce que ça me permet aussi d'appliquer mes connaissances en termes de nutrition. Mais même pour monsieur tout le monde, ça m'intéresse vraiment de créer des recettes, me challenger aussi. Parce qu'il y a aussi tout l'aspect santé qui va m'intéresser, l'aspect environnemental, l'aspect éthique. Donc voilà, comme on dit des produits de saison, des produits locaux, vraiment français, même déjà enlever tout ce qui est de métropole française, ce qui est épices, etc., pour vraiment avoir quelque chose de le plus local possible, le plus éthique possible, donc avec plus de protéines végétales, moins de protéines animales. Donc, vraiment, j'y trouve mon compte un petit peu dans tous les domaines de la nutrition. Ok, top. Ouais, on y viendra plus tard. T'as avancé sur des sujets que j'aimerais beaucoup aborder, justement sur les protéines végétales, animales. Et du coup, maintenant, tu es nutritionniste et cuisinier de beaucoup de sportifs, à l'image de Marie Oteza, championne d'Europe de pentathlon moderne. Je dis ça parce que j'ai lu qu'elle suit tes conseils, et là, elle parlait de prendre une cure de sève de bouleau pendant 3 semaines, à jeun le matin, pour se détoxifier et se revitaliser.
Comment interviennent ces conseils que tu donnes? Est-ce que c'est à ton initiative, en suivant le planning des fédérations et des équipes, ou encore est-ce que tu as des demandes spécifiques des sportifs et des entraîneurs? Je dirais les deux. Enfin, généralement, les athlètes, surtout les plus matures, ceux qui sont plutôt dans une approche vraiment de performance, voilà, quand on parle de Jeux Olympiques, de championnats du monde et autres, peuvent venir d'eux-mêmes ou alors de leur staff. Mais sinon, c'est plus des actions globales autour des équipes, notamment chez les jeunes. Là, c'est l'éducation. Donc, on a, en tout cas, à l'INSEP, on a vraiment un volet large d'actions. On va agir avec les plus jeunes sur l'éducation et on va aller jusqu'au plus haut niveau. On va vraiment aller sur les détails, vraiment la performance. Donc, quelle est la nutrition au quotidien, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir consommer, boire pendant les stages en altitude, les acclimatations à la chaleur, la gestion du jet lag, ce qui va être protocole de compétition, en termes de nutrition, compléments alimentaires. Enfin, on va vraiment de plus en plus dans le détail si on regarde la performance de haut niveau. Ok, et en fait le sportif de haut niveau, d'après ce que je comprends un peu, il va être beaucoup plus au courant de ce qu'il a besoin déjà que justement le jeune sportif qui rentre à l'INSEP, où là, comme tu dis, ça va être de l'éducation et on va le former justement à la nutrition, peut-être un aspect qu'il connaît moins. Voilà, c'est ça. Donc déjà, je pense il y a aussi une question de génération, je pense. En tout cas, moi, c'est Oui. ce qui me semble. Les nouvelles générations qui arrivent sont peut-être moins sensibilisées ou alors sont aussi plus exposées à tout ce qui peut se faire maintenant, avec tout ce qui est fast-food, avec tout ce qui est même publicité dans les médias au niveau de l'alimentation. Donc peut-être moins de connaissances, mais même au niveau de l'INSEP, chaque année, il y a quand même des interventions en termes de nutrition pour les athlètes, même si c'est pas forcément pointu. Au final, c'est rabâché un petit peu tous les ans. Donc au final, quand ils sont là depuis 5, 6 ans, 7 ans, il y a quand même des choses qui commencent à rentrer. Et puis en plus, souvent quand ils sont internes, ils mangent tous les jours à l'INSEP. Donc nous, on essaye aussi de fournir un cadre autour des aliments, de tous les plats qu'ils peuvent avoir à disposition à l'INSEP. Donc ça laisse quand même un fil rouge qui va faire que on les amène, en tout cas on les rend capables de bien se nourrir au quotidien. Ok. Et du coup, le rôle de la préparation alimentaire sur la nutrition d'un athlète de haut niveau, est-ce que tu sens que ce rôle, il est vraiment central pour les sportifs et les fédérations? Ça dépend vraiment des fédérations. C'est vrai que je parlais du vélo tout à l'heure ou et des sports, aussi parce qu'ils ont plus de moyens financiers, faut le dire aussi. Ils vont vraiment optimiser tous les paramètres, donc la nutrition, la prépa physique, la prépa mentale, enfin, tous les aspects de la performance. Et après, les sports, c'est plus culturel. Quand il y a une question de gestion du poids, les sports à catégorie de poids, les sports esthétiques, il y a la nutrition qui va rentrer en ligne de compte. Mais après, je dirais que ça peut arriver aussi de manière individuelle quand il y a une blessure. La nutrition, l'hydratation, et on parle aussi du sommeil, ça reste quand même les 3 piliers, vraiment ce qu'on peut faire au quotidien pour optimiser sa récupération, donc dans la gestion et la prévention des blessures. Donc souvent, quand les athlètes vieillissent aussi, qu'il y a des blessures qui se répètent, là aussi, ils commencent à se poser des questions sur cet aspect récup, et du coup, ils viennent aussi plus nous contacter par rapport à ça. Ok. Et pour donner un exemple, quelles sont les fédérations qui vont avoir le plus besoin de ton aide, ou quelles sont les fédérations qui font le plus appel à toi en tout cas? Je dirais les sports à catégorie de poids. Oui. Après, Judo, lutte, moi, je haltérophilie. suis plutôt Ouais. spécialisé avec la lutte, à l'INSEP en tout cas. Ok. Donc, sur la gestion du poids, sur l'hydratation. Et puis, parce que ça reste des sports, les sports à catégorie de poids où on va dire l'athlète, le premier combat déjà, c'est d'arriver au poids le jour J. Donc, il y a vraiment tout un aspect préparation qui est vraiment important dans ces sports. Mais sinon, voilà, je travaille beaucoup avec le cyclisme où c'est vraiment important. Mais dans tous leurs aspects de la performance, vraiment, aspect au quotidien, toutes les stratégies qu'on peut mettre en place à l'entraînement pour optimiser les performances. Et puis après, jusqu'au jour J, il y aura la planification. Par exemple, là, je devrais partir sur les championnats du monde sur route. Donc, du coup, là où je vais travailler avec les cuisiniers de l'hôtel pour caler tout l'aspect récupération. Parce que vraiment, la situation spécifique, c'est qu'ils vont sortir le Tour de France. Et la semaine d'après, ils seront sur les championnats du monde. Ouais, Voilà, d'accord. l'aspect récupération, l'aspect sommeil va être important. Et puis sinon, voilà, il y a des sports comme le pentathlon où ils vont répéter plusieurs épreuves dans la journée. Donc la gestion de la récupération entre les épreuves, mais aussi la préparation vers la suivante, l'aspect vigilance sur certains sports, l'aspect précision. Voilà, c'est les principaux pour moi. Et justement, tu parles avec le cyclisme, des championnats du monde. Tu dis, on va travailler avec les cuisiniers de l'hôtel. Ça veut dire que toi, tu es, on va dire, seul cuisinier avec l'équipe,
Et en fait, ça va être des extérieurs à qui tu vas donner des conseils en quelque sorte et des spécifications à appliquer pour les menus. En fait, ça va être des personnes complètement extérieures. Ouais, là, je serais pas forcément, je serais pas l'élément clé en cuisine. Je vais plutôt faire le lien entre les athlètes et les cuisiniers sur site pour les athlètes et tout ce qu'ils veulent à disposition. Et puis en amont, moi, j'aurais élaboré les menus, j'aurais élaboré tous les petits aliments qu'on va pouvoir rajouter à l'alimentation, des aliments un petit peu plus bénéfiques sur lesquels on peut penser pour vraiment donner une plus-value à ce qui est dans l'assiette. Et pas simplement Ok. penser au seul rôle énergétique, penser à tout ce qui va être protecteur, à tout ce qui est oméga 3, tout ce qui est antioxydant, tout ce qui va améliorer la récupération et les autres fonctionnements de l'organisme. Ok. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que tu as des demandes spécifiques qu'on t'a posées par exemple et comment tu as pu y répondre avec alors que ça soit autre que le cyclisme hein, mais une demande spécifique sur un aspect de musculation, un aspect de performance et comment tu as pu répondre à ça? Je dirais qu'il y a cette part de performance tout ce qu'on a évoqué de toute façon, et il y avoir aussi l'aspect santé dans le sens chez sportif, il y a de plus en plus aussi de troubles digestifs. Donc cet D'accord. aspect qui peut être relié aussi à la prévention des blessures, hein, parce que c'est l'aspect santé en général qui ressort. Et voilà, prendre l'athlète dans sa globalité, tout ce qui peut venir influer sur la digestion, sur le transit, sur les intestins. Et donc là, on entre dans une approche plus globale où on va prendre en compte plein de paramètres, savoir ce qu'il mange, savoir son activité physique, sa charge d'entraînement, l'hydratation, le stress, tout ce qui peut venir influer euh, sur sa santé en général. Ok, et sans donner de nom, hein, mais si tu avais tu vois, un dernier programme nutrition qui te vient en tête sur un athlète, qu'est-ce que ça a été par exemple pour donner vraiment le détail et pour qu'on se mette en visualisation de ce que ça peut être? Voilà, c'était hier soir, donc c'est sur une course qui avait eu lieu hier soir, sur D'accord? un demi-fondeur. Donc je le suis depuis quelques mois, donc on va dire l'aspect au quotidien, ça c'est réglé, il sait ce qu'il a à faire. Donc là, on était un peu sur des tests, pour manger toujours de la compétition, les dernières heures, vraiment optimiser, faire des premiers tests. Après, dans un deuxième temps, une fois que c'est calé, c'est maîtrisé, c'est adapté à lui aussi, qu'il ait son protocole individuel pour vraiment les dernières heures pour parachever un peu tout ce qui a été fait en amont, et surtout pour limiter les contre-performances. Parce que l'alimentation, c'est pas ça vraiment qui va nous faire gagner. Donc, est-ce qu'il peut nous faire perdre le jour J, donc sur une contre-performance, mais aussi au quotidien sur des blessures, sur la fatigue, sur plein de paramètres. Ok. Super intéressant. Dans le premier podcast que j'ai enregistré avec Ludovic Didier, donc ça doit te parler parce il vient pas loin de chez toi. Bon, c'est pas exactement la même vallée, Okay. parce que lui c'est la vallée de la Maurienne, mais donc il me disait qu'il commençait à se poser des questions d'avoir un cuisinier dédié en équipe de France de ski de boss. J'imagine que ça fait longtemps qu'on parle de diététique et de cuisine sur la préparation des athlètes. Mais bon, tu me l'as dit tout à l'heure un petit peu, mais est-ce que tu remarques un engouement encore plus grand ces dernières années sur la diététique et pourquoi maintenant et pas plus tôt? J'ai un aspect, un engouement autour de l'alimentation en général, soit chez le sportif ou non, parce que il y a déjà tout ce qui est message qui peut être véhiculé par les médias, que ce soit déjà la relation par rapport au corps, tout ce qui est maigreur, ce qui va être relié à l'aspect esthétique. Et il y a aussi tout l'aspect, on a parlé un peu de l'aspect environnemental qui commence à émerger, mais surtout c'est l'aspect côté, sur les réseaux, côté santé, le côté healthy, le côté bien-être, etc. Qui peut être Mhm. vendu même notamment jeune, aux jeunes que je peux avoir en suivi. Oui, il y a quand même un engouement pour l'alimentation en général, et chez le sportif, un engouement pour la cuisine aussi, parce que surtout quand il est en déplacement, en compétition, ben, ça peut parfois être difficile de trouver quelque chose qui s'apparente à ce qu'il peut avoir au quotidien. Là, si je prends l'exemple des Jeux Olympiques au Japon, s'ils ont lieu, tout se passe bien, aller manger en Asie, on va quand même retrouver beaucoup d'aliments qui vont être différents de notre quotidien. Oui. Est-ce que notre physiologie est adaptée? Est-ce qu'au niveau digestif, on est prêt à digérer tout ça? Voilà, je disais, l'alimentation, c'est pas ce qui va nous faire gagner, mais si on arrive la veille et qu'on mange quelque chose qu'on ne connaît pas, déjà sur le plan sanitaire, on n'est pas sûr, si en plus on ne va pas le digérer, en gros, ça peut tout remettre en question et tout foutre en l'air.
Donc, Oui. c'est plus un aspect préventif. Et puis, il y a aussi le côté, voilà, on s'entraîne de plus en plus dur. On a mis toutes les chances de notre côté au quotidien. Et si on peut se faire un petit peu plaisir avant la compétition, c'est quand même mieux. Moi, je me souviens quand Oui. j'étais cycliste, des fois, sur les compétitions, faut manger. Déjà, c'était pas très varié. C'était pâtes, jambon, poulet, tarte aux pommes en dessert et des carottes râpées en entrée. L'année, avec des pâtes profit. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a envie de changer. On a envie que ça soit cuisiné simplement, mais de manière avec du goût. Donc, c'est une vision globale, je pense. Ok, tu sens que d'ailleurs, comme tu dis, cet aspect psychologique de encore des pattes pour les sportifs sur des courses longues, surtout. Est-ce que tu penses que psychologiquement, ou est-ce que tu le sens même, que psychologiquement ça a un impact justement la cuisine, de voir dans son assiette le sportif, de voir quelque chose qui diffère? Est-ce que tu sens que voilà, il y a vraiment une amélioration aussi psychologique sur ce plan-là? Ouais, bah ça c'est sûr. Et puis même, enfin, un exemple concret, hein, mais à l'INSEP, nous, on souhaite vraiment que, par exemple, au self, il y ait quand même des repas ou des aliments qui reviennent, des aliments plaisir. Par exemple, concrètement, le mercredi midi, systématiquement des frites. Ok, Et maintenant, on a le vendredi matin, le petit déjeuner, où on va avoir en tournant du bacon avec des pancakes. ok, On se dit, si l'athlète à l'INSEP, il a mettre toutes les chances de son côté pour bien construire son assiette, mais en même temps, il a le droit de s'accorder ponctuellement des aliments qui peuvent sortir un petit peu de ses habitudes, de ce qu'on pourrait lui recommander. Mais au final, si au quotidien, il met toutes les chances de son côté, au final, c'est très peu dans tout ce qui va faire bien à côté. ouais, ouais, bien sûr. Euh, D'ailleurs, je lis énormément d'articles sur ça. Donc, comme tu disais, il y en a de plus en plus, même même au-delà du milieu sportif, sur la nutrition, où il est dit qu'il est important de faire attention à son comportement alimentaire. Mais le comportement alimentaire, c'est quoi au fond? C'est juste faire attention, ou ça va plus loin que ça? C'est intéressant ce que tu dis déjà. Tu parles de faire attention. Ça a quand même une connotation assez Oui, négative. Alors, oui, c'est quelque vrai. chose qu'on veut l'alimentation. Au final, on mange au moins 3 repas par jour. Sur l'année, ça Mhm. représente 1095 repas. Au final, tu as 1095 chances de bien faire les choses, ou l'inverse. Oui, Et c'est pas parce que tu as quelques repas au milieu que ça va tout déstabiliser. Donc, je dirais, déjà, est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais comportement? Ça, je sais pas. Mais, je dirais que moins il y a de contraintes, au plus c'est intuitif, au plus c'est sain et au plus ça va durer dans le temps. Voilà, des comportements, notamment chez le sportif, hein, des comportements qui vont aller sur de la restriction, derrière éventuellement de la compulsion. Faites tous ces extrêmes qui vont faire donc il y a des moments où on va pas apporter ou trop apporter de nutriments, d'éléments potentiellement mauvais aussi pour l'organisme, qui vont faire que ça peut déséquilibrer tout l'aspect santé, tout l'aspect performance. Donc plus l'athlète peut trouver sa, son train, on va dire, sa routine, ben mieux ça sera. ok. Et une dernière question sur le plan psychologique, là justement. Je te dis ça parce que j'ai eu Gilles Roca, donc, qui est l'entraîneur de Johan Diniz, 50 km marche athlétique, et il me disait une anecdote où il avait mangé une pizza et bu une bière la veille de la compétition où il bat le record du monde, Johan Diniz, mais parce que psychologiquement Johan Diniz, il sentait que Johan avait très envie de ça, et il s'est dit bon bah psychologiquement ça va beaucoup plus lui apporter que de ne pas manger ça. Est-ce que toi aussi justement je dirais pas du tout, c'est le mauvais mot, je vais dire caprice, mais c'est pas caprice du tout. Est-ce que tu as des envies, pardon, des sportifs qui viennent en compétition comme ça et qui te disent, Valentin, bah, j'ai envie de ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça t'arrive souvent et tu dois refaire justement les menus en fonction de ça ou pas du tout? Sur le moment, ça m'est jamais arrivé, mais déjà, quand on construit un plan alimentaire de manière individuelle avec un athlète, j'ai toujours un joker parce que c'est un peu la question piège, mais je dirais des aliments plaisir. Et après, j'essaye de leur dire, plutôt, tu vas le placer à ce moment-là parce que ton corps est mieux assimilé et autres, mais aussi tu peux l'associer avec un aliment qui peut être meilleur pour ta santé, meilleur pour ta performance. Donc au final, si tu l'associes, potentiellement tu vas moins manger une quantité de l'aliment qui peut être source de plaisir, mais en même temps plus, plus négatif pour ton organisme.
déjà, tu peux trouver un équilibre par rapport à ça. Et de faire des petits plaisirs ponctuels, justement, c'est aussi ça qui va te permettre de maintenir tous les efforts que tu fais à côté. Alors que si tu te restreins, ben, c'est comme un élastique, quand tu lâches, voilà, les plaisirs, ils vont arriver de manière trop fréquente et potentiellement, tu peux culpabiliser, tu peux te sentir mal par rapport à ça. Euh, donc, tu vas rentrer dans un cercle vicieux où tu vas plutôt te dévaloriser et ça va plutôt l'aliment qui est là, qui est venu pour te faire plaisir, va pas forcément remplacer son repas. Donc, Oui. plus par rapport à ça, je pense. Ok. Et alors sur la préparation nutritive avec un athlète, justement, je voulais parler d'un autre point, on a abordé un tout petit peu tout à l'heure, ce sont les choix alimentaires, les allergies aussi, les intolérances que peuvent avoir les sportifs, peut-être de plus en plus, parce qu'on le voit aussi chez le commun des mortels, il y a de plus en plus d'allergies, d'intolérances et de choix alimentaires aussi qui sont faits. Est-ce que c'est quelque chose auquel que tu es confronté tous les jours et quels sont ceux qui reviennent le plus souvent et comment tu y réponds? Je dirais que les choix alimentaires, ce qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, au niveau de la population qu'on a à l'INSEP chez les jeunes, ça arrive petit à petit avec certains films, certaines séries qui sont sorties au niveau de l'alimentation plutôt végétale, la tendance végétale, donc sur l'impact sur l'environnement et autres, même sur la question éthique. Donc je me dis que dans tous les cas, déjà c'est tout à fait possible d'avoir un modèle alimentaire sain, sa performance pour la santé, en réduisant sa part animale, de protéines animales. Donc justement, ben, je, je les encourage à aller vers cette tendance, tout en ayant un modèle équilibré, donc en faisant des bons choix en termes de protéines végétales, même en termes de protéines animales qui peuvent avoir tendance à conserver du petite quantité. Euh, c'est plutôt quelque chose de bien en général sur la santé, mais aussi sur la planète, sur l'environnement. C'est principalement un petit peu la vague qui peut arriver en ce moment. Après, on va avoir par choix, c'est assez rare. Sinon, les autres possibilités. Et après, on va avoir tout ce qui est allergie. Ça, c'est plutôt, on va dire, c'est là depuis l'enfance. On peut pas rien y faire quasiment. Mais après, on va avoir tout l'aspect qui peut être lié à l'intestin, donc avec tout ce qui est intolérance. Donc ça, c'est plutôt lié à un déficit enzymatique, donc qui va être l'intolérance au lactose. Donc là, simplement, on va conseiller de consommer de lait. Donc après, ils peuvent très bien, s'ils en ont envie, s'ils les digèrent, ce qui est yaourt fromage, par exemple, D'accord. dans la mesure du possible. Et après, s'il y a des troubles digestifs, s'il y a des pathologies plutôt inflammatoires, des blessures à répétition, des fragilités immunitaires, etc., on va aller plutôt sur ce qu'on appelle des hypersensibilités alimentaires, où là, on va plutôt faire l'occurrence à des protéines en fait alimentaires, tout ce qui est gluten, tout ce qui est protéines de lait, parfois les protéines d'œufs, euh, voilà les principales, qui vont faire que ça peut vraiment les fragiliser sur le plan immunitaire et le plan inflammatoire, donc sur les blessures notamment. Et on a, par exemple, en ce moment aussi avec le Covid, c'est vrai que sur le plan immunitaire, s'il y a une susceptibilité, en tout cas, ça peut les fragiliser. Donc, souvent, quand ils viennent nous voir, ils savent pas forcément la réponse, mais on essaye de les aiguiller par rapport ce qu'on appelle aux troubles fonctionnels, vraiment aux symptômes qu'ils peuvent avoir au quotidien, hein, pour leur trouver le modèle qui leur correspond le plus. Et après, s'il y a des aliments qui sont supprimés, ben, on peut très bien les compenser de manière assez simple. Les produits laitiers, on a très bien des solutions pour les remplacer. C'est pas, moi en tout cas dans ma vision de l'alimentation, si on parle des produits laitiers, c'est plutôt un complément protéiné, on va dire, mais c'est pas forcément un apport en soi qui va être à l'orage primordial. On peut très bien le compenser de manière différente. Et après tout ce qui est gluten, ben, on peut avoir le gluten qui est présent dans tout ce qui est produit à base de blé, tout ce qui est féculent. Donc on peut le remplacer par plein de céréales qui ne vont pas contenir de gluten, le riz, le sarrasin, le millet, etc. Et tout ce qui est légumes secs. Et justement, les légumes secs, les D'accord. céréales complètes, c'est des aliments qu'on va plutôt mettre en avant. Donc, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Parce que Ok. Alors par exemple, pour dans le détail, si t'as quelqu'un qui est intolérant, je te dis une bêtise, quelque chose de compliqué, par exemple aux œufs, ou par choix, par exemple quelqu'un qui est vegan, donc plus d'œufs, plus de lait, tout ça. Par quoi tu peux remplacer ces choses-là qui sont quand même importantes, comme tu l'as dit au niveau c'est vrai que nutritionnel. tu prends un cas un peu particulier avec le véganisme, notamment chez les sportifs. Il y aura en tout cas nécessairement une prise de compléments alimentaires, notamment la vitamine B12, qui est présente uniquement dans les produits du règne animal.
Et voilà, déjà, c'est faire prendre conscience que il a supprimé une part de protéines de qualité, ce qui est protéines animales. Donc, s'il y a des besoins, des masses musculaires importantes, des besoins de prise de masse, des besoins vraiment spécifiques autour de la masse musculaire, il faudra déjà, en tout cas, pas faire d'erreur sur le plan alimentaire, en variant suffisamment les sources de protéines végétales, en faisant ce qu'on appelle des associations, donc en associant les légumes, les légumineuses avec des céréales au cours de la même journée. On va avoir les oléagineux qui vont être vraiment intéressants pour enrichir la ration protéinée, et en même temps parce que en termes de nutrition, c'est vraiment des aliments intéressants, riches en bonnes graisses, riches en minéraux, etc. En fibres aussi qui vont être intéressantes de l'aspect intestinal. Éventuellement des produits au soja, mais sans exagérer non plus. Donc, on peut trouver en tout cas des apports quantitatifs satisfaisants. Et sur certains micronutriments, il faut quand même faire attention. Ça vaut le coup qu'il y ait une surveillance sur le plan médical, sur le plan biologique, assez régulière quand même. D'accord. D'accord. Et d'ailleurs, tu travailles en général aussi avec les médecins sur ça, que ça soit sur la recherche d'intolérance, où des fois ça peut être compliqué, ou même sur le suivi après d'un patient justement qui fait des choix ou qui ne peut pas parce que ces choix doivent être faits de toute façon par rapport à des allergies. Voilà. Est-ce que tu as ce rapport avec les médecins qui est là? Sur l'INSEP, pas trop. C'est pas encore démocratisé tout ce qui est bilan sanguin et autres. C'est vrai que D'accord. dans mes activités autres, que ce soit chez le sportif ou chez le patient en général, hein, tout ce qui est maladie chronique, tout ce qui est pathologie inflammatoire, les pathologies auto-immunes, etc. Il y a vraiment cette question qui est primordiale, qui est vraiment centrale. Tout ce qui est intestin, tout ce qui est intolérance alimentaire, hypersensibilité alimentaire. On travaille vraiment sur l'aspect biologique de ça pour vraiment aller cibler les déficits. On parle beaucoup des compléments alimentaires, mais faut déjà dans un premier temps aller voir s'il y a déficit, parce que pour certains micronutriments, en tout cas, si on supplémente de manière aveugle, on peut avoir des effets plus délétères positifs. Donc c'est vraiment une approche globale et précise autour de ce qu'on appelle souvent la micronutrition, mais c'est pas non plus un terme hyper adapté parce qu'on prend quand même l'alimentation et la nutrition dans sa globalité. On parle pas de micronutriments de manière isolée, c'est quand même l'aliment avant tout. Et si besoin, s'il y a déficit, on peut aller sur du complément alimentaire. Voilà, ça. D'accord. Ok. Alors il y a un autre aspect de tous les sports, comme on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, qui sont pesés en compétition, c'est-à-dire qu'il y a des catégories selon le poids du sportif, comme la lutte, la boxe, le judo, l'haltérophilie. Alors je le savais pas, l'aviron aussi. Avant de préparer cette discussion ensemble, j'ai fait pas mal de judo de mon côté, et c'est vrai que dans ces sports, il peut y avoir un effet assez yo-yo en termes de prise ou de perte de poids importante pour passer ou non dans une catégorie. On le voit d'ailleurs par exemple avec Teddy Riner, je sais pas si tu as vu le reportage sur France 3, Teddy, qui doit perdre plus de 30 kilos pour être bien physiquement et sportivement. Alors justement sur la perte de poids extrême, j'imagine que la nutrition est hyper importante. Quels sont tes conseils là-dessus justement sur cet effet yo-yo et comment tu peux aider l'athlète à perdre beaucoup comme ça Moi j'essaye de les sensibiliser vraiment à anticiper un petit peu déjà, parce que souvent ils vont peut-être par croyance ou par habitude, hein, ils vont se mettre dans des états assez impressionnants 1-2 semaines avant la compétition pour vraiment arriver au poids. Et du coup, c'est vraiment fatigant, ça va perdre leurs réserves, ça peut potentiellement à long terme aussi les rendre l'amaigrissement plus difficile. Même au niveau mental, quand tu as fait beaucoup d'efforts, tu t'es restreint, tu es fatigué avant la compétition, t'es pas dans les meilleures dispositions. Donc c'est de leur faire prendre confiance à un certain moment, en amont de la compétition, du poids qu'ils ont à éliminer pour arriver au poids de forme, et un peu de leur trouver leur signature individuelle pour qu'ils aillent progressivement en utilisant différentes méthodes pour en fait se restreindre le moins possible. Donc en gros, ils vont avoir différents compartiments où ils vont pouvoir mincir, en tout cas perdre du poids. On va pouvoir jouer sur la masse grasse, on va pouvoir jouer sur le contenu intestinal, on va pouvoir jouer sur l'hydratation, et on va pouvoir jouer sur l'aspect musculaire, donc sur les stocks de glycogène musculaire. Donc, en jouant de manière vraiment précise et adaptée sur chaque compartiment, on peut avoir besoin, par exemple, c'est un athlète qui a 6 kilos à perdre avant une compétition, donc c'est quand même assez important sur le papier. Peut-être qu'en jouant stratégique,
on peut avoir que 2 ou 3 kilos à jouer avec des liens sur l'alimentation, en jouant sur la masse grasse en l'occurrence. Donc, ce qui peut être tout à fait envisageable, en tout cas pour les lutteurs, hein, parce que si on donne un programme comme ça à un non sportif ou qui n'est pas habitué, ça va être assez contraignant. Mais c'est des sportifs qui en ont l'habitude. Mais c'est de leur faire prendre conscience qu'il y a d'autres solutions que de se restreindre uniquement sur l'alimentation. Et si c'est ciblé et adapté à eux, eh ben on peut aussi limiter la fatigue aussi. D'accord. Et Alors, par exemple, par exemple sur justement comme tu as dit sur un lutteur qui doit perdre 6 kilos, donc il y a 3 kilos, tu te dis sur la masse graisseuse, c'est 3 autres kilos qui manquent. Concrètement, comment tu les perds après? donc par exemple, moi je prends l'exemple de la lutte, ils vont avoir la pesée le matin de la compétition. Donc en fait, ce qui déjà restreint les pistes de travail, parce qu'au final, la fenêtre de récupération avant les premiers matchs est assez restreinte. Donc on va dire que si on part un mois et demi avant la compétition, on peut avoir 2 à 4 semaines où ils vont simplement jouer sur l'alimentation, jouer sur leur jouer sur leur consommation de glucides, qui vont plutôt orienter leur consommation au niveau du métabolisme sur leur graisse corporelle. Déjà, on va avoir un premier ramassissement. Après, on va arriver dans la dernière semaine où là, on va pouvoir commencer à jouer sur l'hydratation, jouant sur une petite déshydratation à hauteur de 2-3%, ça peut rester acceptable, du poids de corps. D'accord. Pour un athlète de 70 kilos, ben, c'est facilement 1,5 kg, 2 kilos, sans trop d'effort, sans trop de fatigue surtout. Et surtout qui pourrait être compensé assez facilement entre la pesée et les premiers matchs. Et après les derniers jours, eh ben, on va pouvoir jouer sur le contenu de l'assiette, voire restreindre la rétention au niveau digestif, notamment en jouant sur les apports de fibres par exemple, qui vont plutôt augmenter le poids des selles par exemple, et jouer aussi sur le stock de glycogène musculaire. Ça reste pas un sport d'endurance avec des efforts vraiment importants. En tout cas, on pourra porter juste avant ou juste après les matchs de quoi refaire ses stocks et préparer au prochain. On peut se permettre d'arriver avec des stocks de glycogène musculaire, qui sont les stocks qui vont être disponibles pour produire un effort physique, d'énergie, en les réduisant au maximum. Comme ça, au final, au lieu de perdre 6 kilos de terrasse, globalement, on va pouvoir perdre que la moitié et jouer sur d'autres paramètres, notamment moins fatigué aussi le jour J. Ok, super, ouais, super intéressant. Je pense qu'en plus que ça peut servir un peu à tout le monde, puisque finalement, souvent on peut penser, il faut que je perde des kilos, il faut que je mange moins, mais en fait il y a plein d'autres aspects à prendre en considération. Alors, donc pour moi c'est passé très très vite là. J'ai des petites questions que j'aimerais bien te poser, qui sont plutôt pratico-pratiques et des questions assez courtes. Donc j'ai 4 questions. La question pratique, donc c'est la collation à prendre avant une longue course de vélo par exemple dans ton cas, marathon, triathlon, voilà la collation à prendre avant cette longue course. Pas facile. On va dire déjà tout dépend de ce qui a été fait en amont. Plus l'effort est long, généralement au-delà de 4 heures, on aura une phase 2-3 jours avant où on va consommer des glucides, quantité un peu plus importante, surtout de manière fractionnée tout au long de la journée, pour refaire son stock de glycogène. En gros, pour refaire son stock de glycogène, plutôt que faire un gros repas, vaut mieux faire les fragmenter dans la journée pour optimiser la synthèse au niveau musculaire. Après, par exemple, si tu pars à ta compétition le matin tôt, à voir si tu peux te lever suffisamment tôt pour faire un petit déjeuner ou est-ce que tu prends d'une collation. Donc, si cette situation, si tu as fait des stocks en amont, tu peux te lever par exemple 2 heures avant ton départ, plutôt manger quelque chose de digeste. Donc tu vas avoir, tu vas rester sur quelque chose de glucidique pour apporter quelque chose qui va être directement disponible pour le début de l'effort et en limitant tout ce qui va être trop gras, tout ce qui est trop fibreux, éventuellement des associations alimentaires qui peuvent être difficiles à digérer, le café au lait par exemple, des choses comme ça. Donc quelque chose de vraiment digeste, aller à l'essentiel. Donc ça peut être les céréales, c'est pas ce qu'on va conseiller de manière régulière, mais les céréales raffinées, donc éventuellement du pain blanc, du pain semi-complet, du riz, pourquoi pas un muesli à base d'avoine par exemple, avec plutôt s'il y a en l'occurrence pour les flocons d'avoine
s'il y a un produit laitier, plutôt prendre une forme végétale qui sera mieux digérée. On a parlé du lactose tout à l'heure. Donc lait de soja, lait d'amande, par exemple. Voilà, principalement. Donc ça, c'était sur quelque chose de glucidique et associé quand même un petit apport en protéines. Ça peut être une tranche de jambon, ça peut être un œuf à la coque si vous le digérez, éventuellement un fruit ou une compote. Donc, si vous prenez un fruit, quelque chose de digeste, une banane bien mûre, c'est l'idéal. Maintenant, la semaine type, la question semaine type. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure de buffet justement à l'INSEP. La semaine type du sportif de haut niveau à l'INSEP pour la part diététique, qu'est-ce que c'est ? C'est compliqué parce que justement notre problématique à l'INSEP, c'est qu'on va servir la petite gymnaste qui fait 45 kilos et justement Teddy Riner qui fait pas plus. Donc, comment on va pouvoir adapter les apports ? Et aussi le volume d'entraînement de l'athlète, ses intensités, la charge de travail. Donc c'est assez difficile de te répondre, mais je dirais qu'il n'y a pas de semaine type. Ça va aussi dépendre de l'approche de la compétition. Quand ils sont dans des périodes de travail, là ils vont plutôt favoriser la récupération entre les séances. Donc plutôt privilégier des glucides, des protéines après l'effort. Et voilà, apporter suffisamment de micronutriments, des fruits, des légumes, des fruits à coque, des épices, des huiles de qualité, etc. Et puis, approcher de la compétition. Donc, il peut y avoir la question du poids, par exemple pour les sports à catégorie de poids comme on a évoqué. Et après, il peut aussi y avoir l'aspect digestif. On va mettre le système digestif au repos. On va limiter tout ce qui est fibres à l'approche de la compétition. D'accord. Le même type, c'est difficile. Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais ces semaines type, en fait, finalement, ça va être des semaines type, comme tu viens de me l'expliquer, par rapport, en fait, au sport, à la personne, à sa catégorie. Voilà. Puis encore, je dirais, il suffit qu'ils partent en stage, il y a un gros volume d'entraînement. S'ils vont faire, voilà, par exemple, pour Tokyo, ils vont avoir des semaines où ils vont avoir des protocoles d'acclimatation à la chaleur, donc une déshydratation, des minéraux. S'ils montent en altitude, ils vont avoir des besoins différents de nutriments, notamment en fer. L'hydratation va être aussi importante, l'apport en glucides va être important. Donc, il y a vraiment plein de paramètres selon la situation. Donc, au final, c'est que des réponses individuelles que je peux te donner. Oui. Ok. Et enfin, quel conseil, alors dans ton cas ça va être diététique, tu pourrais donner à une personne qui souhaite se dépasser, repousser ses limites ? Je rebondirais un peu à ce qu'on avait pu échanger tout à l'heure sur le comportement alimentaire, où je dirais que avant d'être fort sur le terrain, il faut déjà être serein et être équilibré avec notre comportement alimentaire. Donc au final, si on se fait plaisir dans l'assiette, c'est aussi une première préparation mentale pour la suite. Donc l'athlète va faire assez d'efforts, va faire assez de sacrifices au quotidien pour s'entraîner dur. Donc faut qu'il trouve un équilibre au niveau alimentaire, mais il faut aussi qu'il ait un minimum de plaisir en tout cas au quotidien par l'alimentation. Oui. Merci beaucoup pour ce conseil. Je pense que en plus c'est un conseil que tout le monde peut appliquer finalement. Merci beaucoup Valentin pour être venu sur le podcast. Merci à toi. Je suis ravi d'avoir pu échanger de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est pour moi un des sujets les plus importants dans le sport. J'en ai beaucoup appris et j'imagine que les auditeurs aussi. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Bon courage à l'INSEP pour tous ces menus. Je ne savais pas que c'était aussi particulier par rapport à chaque sportif. Donc tu dois avoir pas mal de boulot. Et puis à très bientôt. Merci Renaud. Cet épisode est déjà terminé. Merci à tous ceux qui écoutent jusqu'à la fin. J'espère que vous retiendrez beaucoup d'apprentissage de celui-ci, comme ça peut m'apporter à chaque fois que j'en enregistre un. N'hésitez surtout pas à me faire vos commentaires ou vos retours via les réseaux sociaux. Ça permettra au podcast d'être toujours au top. Sur Instagram, c'est @broncharmikhailov si vous voulez me suivre et suivre les infos du podcast. Et encore une fois, si vous pouvez me mettre un petit commentaire et une note 5 sur 5 sur Apple Podcast, sur votre iPhone ou sur votre Mac, ça m'aidera beaucoup à le diffuser au plus grand nombre. Si vous n'avez pas Apple Podcast, aucun souci, vous pouvez énormément m'aider aussi en partageant le podcast auprès de 3-4 amis à vous. Ça vous prendra pas plus de 5 minutes, mais ça m'aidera beaucoup à partager ces discussions. Je ne vous en dis pas plus et on se retrouve très bientôt. Salut!